Bienvenue dans ce journal de la culture. Dans l'heure que nous allons passer ensemble, il sera question de juifs et d'arabes. En marge de l'agression de cette semaine en France, on a envie de ne pas perdre espoir. Ce grand bazar du vivre ensemble peut aussi donner du bon. Nous recevons Toby Nathan, écrivain. Son dernier livre, c'est l'histoire de l'Égypte, de son roi Farouk, de ses superstitions, de ses juifs et de ses arabes. Toby Nathan, égyptien, français, juif, prône une coexistence sans faille, une tolérance des cultures sans bornes. Nous en verrons avec lui les limites. Dans ce journal également de la musique, beaucoup de musique. Vous découvrirez Rafi Shemesh, un juif égyptien. Sa chanson « La paix est arrivée » a été utilisée pour la visite de Anwar el-Sadat en Israël en 1977. Les paroles sont signées d'un arabe musulman, la musique créée par un irakien juif. Musique encore, vous découvrirez ou redécouvrirez le phénomène Gougouche. C'est une Iranienne musulmane exilée au Canada à 65 ans. Elle est devenue l'icône des gays. Et puis dans ce journal, Miam Miam, la nourriture qui relie et qui rassemble les communautés. Nous vous emmenons au premier festival Hacham, le premier festival de nourriture arabe en Israël. Vous verrez, ça donne envie. Et puis enfin, au cours de cette longue heure passée ensemble, nous vous ferons découvrir le groupe System Ali. D'habitude, ils sont 10. Là, ils sont venus à 3. C'est un groupe de hip-hop israélien composé de toutes les nationalités qui prônent non seulement la coexistence, mais l'existence tout court. Et ça, c'est déjà un programme. Voilà, si vous voulez réagir en live, le hashtag de l'émission s'affiche, i24 News Culture. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Voilà, et on va démarrer avec les inratables de la semaine. Aux États-Unis, la sortie du film 13 heures, les soldats secrets de Benghazi. C'est un film de baston, comme disent les garçons, réalisé par le spécialiste du genre Michael Bay, à qui l'on doit entre autres Armageddon et Transformers. 13 heures, les soldats secrets de Benghazi, donc qui revient sur l'attaque sanglante contre le consulat américain à Benghazi en Libye en 2012. Ce film est tiré du livre de Mitchell Zuckoff. Sa sortie ne passe pas inaperçue, surtout aux États-Unis. Nous allons d'ailleurs maintenant rejoindre à New York notre correspondante, Danielle Ziri. Danielle, bonjour. Il est très très tôt pour vous. Merci d'être là. En effet. Oui. Ce film qui sort à peine a l'air de faire déjà tâche dans la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Absolument, absolument Valérie. Comme vous le savez, on est en pleine campagne présidentielle plutôt agitée ici aux États-Unis. Et c'est vrai qu'Hillary Clinton subit des attaques de la part de ses adversaires, principalement justement sur cette affaire de Benghazi, puisque en septembre 2012, lorsque l'ambassade américaine en Libye a été attaquée et 4 Américains sont morts, dont l'ambassadeur, eh bien Hillary Clinton était secrétaire d'État à l'époque. Et donc cette équipe diplomatique en Libye était sous sa responsabilité. Et elle n'a pas pris de décision de les évacuer, ni de lancer d'assaut. Donc vraiment, les soldats qu'on voit dans le film, dans ce film, ce petit groupe de soldats secrets, comme on dit, eh bien, ont vraiment agi seuls pour essayer de sauver la situation sans l'aide de Washington. Et donc Benghazi, c'est un peu le point sensible de la favorite du côté démocrate, Hillary Clinton. Elle a même été interrogée un peu plus tôt cette année, il y a quelques mois, justement sur son rôle dans cette affaire par un comité spécial qui est chargé d'enquêter sur cette affaire. Et maintenant, les Américains vont voir ce film. Même si elle n'est pas dedans, il faut dire qu'il n'y a pas de personnage Hillary Clinton dedans. On va dire que ça va rafraîchir un peu la mémoire des Américains et l'association avec Hillary Clinton risque de ne pas lui faire du bien dans sa campagne, surtout qu'elle est en train de perdre des points en ce moment. Merci beaucoup, Danielle Ziri. Retournez vous coucher. Voilà, on va vous proposer à nos téléspectateurs un extrait de ce film qui arrivera en France fin janvier, 13h, les soldats de Benghazi. Merci, Danielle. D'aide d'urgence. On est assiégé. Attaque au consulat. On se bouge. Attaque au consulat. On y va, accroyez-vous. Si vous ne venez pas tout de suite, on va tous crever. Vous avez un ambassadeur en danger. L'ambassadeur est à l'abri. Vous n'êtes pas les premiers intervenants, mais la dernière option. Vous allez attendre. Voilà ce film qui sort aux États-Unis en ce moment, qui va sortir donc fin janvier en France.
À Londres, les défilés hommes ont rendu un hommage fashion à David Bowie. S'il y a bien une chose que le Thin White Duke savait faire, c'était précéder les tendances. David Bailey pour Burberry ou Paul Smith ont salué l'immense vision mode du chanteur disparu. Londres toujours, le précurseur, le créateur G.W. Anderson a présenté son défilé en live sur un site de rencontres homosexuelles, le site Grindr. À Rome, après le compte Twitter ou la couve du Rolling Stone, eh bien, le pape continue sa politique d'ouverture. Non seulement il publie un livre, Le nom de Dieu et miséricorde, une série d'entretiens traduite en 5 langues, sortie dans 86 pays, mais c'est le comique italien Roberto Benigni qui a fait le show avec lui pour la promo. Comique encore, mais en Israël cette fois, c'est Shabbat al-Khir qui fait rire le pays. Shabbat al-Khir, c'est un jeu de mots un peu compliqué à traduire entre Shabbat, qui est de l'hébreu, et Sabbat, arabe. Bref, ça veut dire bonjour. C'est surtout le titre d'une pièce de théâtre qui fait bouger la ville de Beersheva dans le sud d'Israël. Un spectacle sur l'unité et le vivre ensemble, vu par le petit bout de la lorgnette. L'histoire d'une amitié mixte qui ne sait pas très bien si elle va durer. Et notre invité est là, écrivain, diplomate, ethnopsychiatre, Toby Nathan. Et ce petit bonhomme agile et agité dans le monde des lettres et des sciences humaines. Il a sorti en septembre dernier un roman absolument magnifique qui est titré « Ce pays qui te ressemble ». Toby Nathan est né en Égypte, il vit en France, il a séjourné longtemps en Israël et en Afrique. Toby Nathan, bonjour, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je vous propose, avant de commencer, de regarder un court extrait d'un film documentaire qui sort cette semaine, enfin qui est sorti la semaine dernière sur les écrans en France. Ça s'appelle « Je suis le peuple ». والديمقراطية في مصر والديمقراطية ده ما تشوف الديمقراطية عملت ايه عندي ايه عملت الديمقراطية وكلتك عيش انت لو ما اشتغلتيش هتقول لك الديمقراطية والنبي نفطر ديمقراطية نتعشى ديمقراطية Voilà, Toby Nathan, cet extrait donc, du documentaire d'Anna Rossillon, Je suis le peuple. Elle a suivi la révolution égyptienne, mais elle n'était pas à Place Tahrir. Elle était à 700 km de là. Elle était avec un paysan, Farage, qu'on vient de voir. Toby, est-ce que vous pensez qu'il y a des régions, des pays, des lieux qui ne sont pas faits pour la démocratie ? Oh ben non, c'est pas du tout. Je pense pas ça du tout. Je pense que c'est plus compliqué à aménager. Il faut aller chercher les gens là où ils sont, quoi, et aller les voir avec leurs habitudes, leurs langues, leurs coutumes. Et c'est à partir de là qu'il faut penser le monde. Il faut pas arriver avec quelque chose qui est plaqué. Il faut laisser émerger les choses qui viennent du peuple. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Je crois que c'est un peu l'intention de ce documentaire. Non, je sais pas. De ce que j'en devine, hein, je l'ai pas vu. Hein. Vous avez sorti en septembre dernier un livre absolument magnifique, Ce pays qui te... Non, c'est magnifique, ça, voilà, c'est un souffle, ça parle d'amour, ça parle de sortilège. Ça parle de l'Égypte. Ça parle de l'Égypte, bien évidemment, puisque vous êtes issu d'une famille juive. Votre famille et vous-même, d'ailleurs, avez été expulsés d'Égypte en 57. Je vais citer un extrait de votre livre qui m'a énormément touchée. Nous vivons près des Arabes, comme un homme vivrait près de son foie. Leur Coran contient nos histoires et notre bouche est emplie de notre langue. Pourquoi ne sont-ils pas nous ? Pourquoi nous ne sommes pas eux ? Est-ce que vous croyez, Toby Nathan, à cette coexistence entre juifs et arabes ? Évidemment que j'y crois. Non, je veux dire, je l'ai connue, cette coexistence. J'ai connu, dans ma prime enfance, j'ai connu cette coexistence. J'ai beaucoup réfléchi dessus. J'ai écrit ce livre sur cette coexistence qui a été un temps. Je dis pas que c'était l'amour idéal, hein, c'est pas ça. On vivait en voisins. C'était des relations de voisinage, mais des relations de voisinage assumées, c'est-à-dire qu'on se reconnaissait dans notre différence et on s'intéressait à la différence de l'autre. Hein. Mais ce temps-là n'existe plus, malheureusement. Mais je pense qu'on peut s'inspirer des façons d'organiser la vie dans ce temps-là pour imaginer une coexistence à venir. Oui, bien sûr, je crois fondamentalement à la coexistence, oui, entre tout le monde d'ailleurs, mais en particulier entre les Juifs et les Arabes. Oui. Alors là, la coexistence dans les pays du Moyen-Orient, mais la coexistence en France aujourd'hui, vous la voyez comment ? Avec ces montées de communautés, cette montée du religieux, cette montée de violence évidemment qu'on a vue les dernières. De toute façon, c'est les mêmes questions. Ce sont les mêmes questions qui arrivent en France et qui étaient des questions
qu'on pensait étrangères. En fait, elles sont aussi en France. La question de la coexistence en France, c'est surtout les migrants de seconde génération et de troisième génération. On a pensé que les gens s'intégreraient, deviendraient des petits Français, perdraient tout rapport avec leur monde d'avant. Ce type d'émigration n'existe plus, c'est-à-dire que les gens n'émigrent pas en se débarrassant de leur peau d'avant pour adopter une peau nouvelle. Il y a quand même la République, il y a oui, mais des valeurs auxquelles la question. Nos générations précédentes adhéraient, enfin, non ? C'est pas comme ça. Je crois que c'est pas comme ça que c'est. On émigre, mais on reste en relation avec le pays d'où on a émigré. On va vous emmener au nord. Enfin, c'est Sandy Fortis qui va vous emmener au nord du pays, à Haïfa. On va reparler de coexistence. Il y a eu à Haïfa, dans cette ville du nord d'Israël, le premier festival de nourriture arabe organisé dans cette ville. La cuisine arabe à l'honneur à Haïfa, dans le nord d'Israël. 4 jours durant, 25 pubs et restaurants du centre-ville faisaient découvrir au public les mets arabes oubliés. Nous préparons un plat arabe qui s'appelle le seyadiyeh. C'est un plat composé de riz, de légumes et de poissons. Nous le servons avec des herbes fraîches et de la trina. C'est un plat local absolument délicieux. Ce plat, le chef Ala Moussa l'a découvert dans son enfance. Sa mère le lui préparait souvent. Et grâce au festival Hacham organisé par la ville de Haïfa, il peut le faire découvrir au public. Ala Moussa rejoint Shahar Sivan dans son restaurant pour confectionner plusieurs plats inspirés de ses origines. C'est une expérience très importante. Pour moi, pour le restaurant, pour nos clients et pour mon personnel. On aime ce mélange. Avoir de nouvelles idées, que ça bouge, des nouvelles façons de cuisiner, une nouvelle attitude. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Comme Allah, ils sont près d'une quinzaine de chefs arabes à avoir rejoint les cuisines d'un chef israélien de Haïfa pour proposer des plats spécifiques arabes, notamment des plats disparus. Organiser un festival sur la cuisine arabe dans une ville israélienne semble compliqué et pourtant. On était très contents de voir tous les chefs que nous avons contactés immédiatement accepter. Ils étaient tous très motivés pour participer à cette aventure. Même si forcément, la mise en place d'un tel festival n'a pas satisfait tout le monde. Bien sûr, certaines personnes ont critiqué notre initiative, mais à partir du moment où les critiques venaient des deux côtés, je me suis dit que ça devait être plutôt équitable et qu'on faisait bien les choses. En se baladant de restaurant en pub, de boutique en atelier, nous avons pu découvrir toutes sortes de mets et de personnes impliquées dans cet événement, comme Nabila. Cette directrice d'une association caritative chrétienne orthodoxe invite tous les visiteurs à goûter, acheter, mais aussi à préparer des biscuits arabes. On est très content de voir tous ces gens, des juifs, des arabes, des druzes. Tout le monde travaille ensemble, dans la joie. Se vivre ensemble, c'est aussi le symbole de la ville de Haïfa. Haïfa est une ville où vivent des juifs et des arabes. Je suis ici avec mon hijab sur la tête et des juifs viennent et achètent nos produits. On parle un peu, on crée un lien et ça peut aussi aider la coexistence. C'est aussi pour ça qu'Oded Hasbani et Hamoudi Aboulafia ont souhaité participer à cet événement. J'ai voulu participer à ce festival pour réunir nos deux peuples, mais aussi pour montrer à tous qu'on peut vivre ensemble et travailler ensemble, comme on peut cuisiner ensemble. Alors forcément, on se marche dessus en cuisine, mais on partage nos idées, on apprend beaucoup de l'autre. Et c'est ce que représente cette ville, Haïfa. C'est ce qu'on vit tous les jours ici. En fait, ce festival montre ce qu'on vit à Haïfa au quotidien. La première édition du festival Hacham sur la cuisine arabe a remporté un grand succès. Pour ses organisateurs, l'objectif est d'en faire un événement annuel, un événement qui rend hommage à la culture arabe et au vivre ensemble en Israël.
Vous avez regardé ça, Toby Nathan, avec un regard amusé et gourmand. Des images qui sont signées Nassib Safadi et un reportage signé Sandy Forti. Cette coexistence entre ces Juifs et ces Arabes qui, comme vous l'avez écrit dans votre livre, sont ensemble et pas ensemble pour être l'un ou l'autre. Je pense que ça n'est possible que quand il y a quelque chose au-dessus d'eux qui les englobe. Dieu ? Non. La République ? Je sais pas. Ça a été possible, oui. Un roi, vous voudriez quoi ? Le roi Farouk ? Oui, par exemple, un roi, un empereur. Ça a été possible sous l'Empire ottoman parce qu'il y avait quelque chose au-dessus d'eux qui les englobait et qu'ils étaient tous les deux, toutes les deux communautés, je veux dire, les trois. En Égypte, il y avait 20 communautés, il n'y en avait pas 2 ou 3, il y en avait 20. Et toutes ces communautés étaient dépendantes de quelque chose qui était au-dessus d'eux. À ce moment-là, les choses sont possibles. Quand il y a une seule communauté qui détient tout le pouvoir, la coexistence devient très compliquée, c'est vrai. Ne bougez pas, Toby, Nathan. On va regarder les informations. On va se retrouver, si vous voulez bien, juste après. À propos de coexistence, on va vous faire écouter quelqu'un. J'espère que vous allez l'aimer. Il s'appelle Rami Shemesh. C'est un juif égyptien qui chante pour la visite notamment de Anwar el-Sadat en Israël. À tout de suite. Culture, deuxième partie, merci d'être resté avec nous. C'est Gougouche qu'on va vous faire découvrir maintenant. 65 ans, iranienne, musulmane, elle sert entre autres la cause des gays. Au sommaire également, les rappeurs du système Ali 3 des 10 membres du groupe vont rapper pour nous dans le studio live. Et puis un focus sur Rito Steierl, elle est vidéaste, piquée de politique et d'humour, c'est exactement tout ce qu'on aime. Avant cela, retour de notre invité Toby Nathan, magnifique écrivain et surtout ethnopsychiatre. Il voit dans les différences de culture une tolérable différence, laquelle et jusqu'où, on verra cela avec lui. En attendant, Toby Nathan, eh bien voici la chanson « La paix est arrivée ». Les paroles sont d'un arabe musulman, la musique d'un irakien juif, c'est chanté par Rafi Shemesh, un égyptien juif, et ça a été utilisé pour la visite de Sadat en Israël en 1977. Écoutez. Cette dinguerie israélienne, ce mélange, est-ce que ça vous manque, Toby Nathan ? Oui, bien sûr, ça me manque. J'ai vécu 5 ans ici, j'étais conseiller culturel à l'ambassade à Tel Aviv. Je travaillais évidemment au milieu français, mais j'ai beaucoup participé à la vie de ce pays et cette espèce d'agitation permanente, mais qui, en fait, on est inquiet parce qu'on a l'impression que on va pas y arriver. Et puis à chaque fois, on y arrive. Et je trouve que il y a une sorte de génie israélien et qui est quelque chose qui a été inventé ici. Et ça, oui, c'est vrai, ça me manque. J'aime bien. Non, mais cette dinguerie identitaire là qu'on vient de voir avec cette chanson qui est composée par les paroles d'un musulman, l'Irakien, l'Égyptien, mais c'est une chanson égyptienne. Sadat au milieu. Non, c'est une chanson égyptienne. Hein. Je veux dire, c'est l'inspiration, la musique, la façon de chanter, c'est vraiment de la musique égyptienne. C'est magnifique d'ailleurs. C'est l'Égypte qui a réinventé la chanson, en fait. Hein. Et ça s'est passé... Vous êtes chauvin. Non, c'est vrai. On va reparler musique. On va écouter tout à l'heure une chanteuse iranienne. Je voudrais qu'on vienne sur les violences qui ont émaillé le monde l'année dernière. Vous êtes écrivain, vous avez été diplomate, vous êtes également ethnopsychiatre. Vous avez été amené à soigner, à comprendre les migrants. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'ethnopsychiatrie, mais en très, très, très gros, vous regardez les populations en fonction de leur histoire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec ces populations qui arrivent? Je parle de Syrie, d'Irak, de Calais. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, qui est tolérable chez l'autre et intolérable, acceptable et pas acceptable? Non, je pense pas que les choses doivent être posées comme ça. Moi, je suis pas un politique, donc je peux pas dire c'est tolérable, c'est pas tolérable. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je pense les choses. Je pense d'abord que les migrants sont en danger de mort.
C'est pour ça qu'ils viennent. Et donc, qui viennent où? Et qui viennent là où ils viennent. Non, mais en Occident. Oui, parfois en Occident, mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas jusqu'en Occident. Ils s'en vont de chez eux. Ils s'en vont de chez eux parce qu'ils sont en danger de mort. Ce sont des réfugiés, c'est ça qu'on appelle des réfugiés. Et donc, l'idée des réfugiés, et d'ailleurs qui est dans la charte de l'ONU, c'est que la mort vaut mieux que la vie. C'est-à-dire que quand on est en danger de mort, on a le droit de partir de chez soi et il y a un droit à être accueilli ailleurs. Ça, c'est un réfugié. C'est ce que c'est qu'un réfugié. Donc ça prend la force sur n'importe quoi d'autre. Bon. Ces réfugiés viennent avec quand ils viennent, ils viennent avec leur culture. Et bien sûr qu'ils viennent avec leur culture. Ils viennent avec leur culture, avec leurs histoires, avec leurs dieux aussi. Avec leurs coutumes, avec leurs dieux. Je pense que nous devrions... Le voile, la charia ou bien la circoncision. L'ethnopsychiatrie telle que moi je l'ai mise en œuvre, ça a été toujours de dire je les accueille avec leur monde parce que ce monde-là m'intéresse. C'est-à-dire que ils m'apprennent des choses que j'ignore sur le monde. Et je crois qu'il faut considérer ces gens-là comme des informateurs, non pas seulement de leur monde, mais du monde à venir, du monde qui est tel qu'il va advenir. Mais Toby, si la violence pointe, si l'incompréhension pointe, comme ils ont dit, le conflit Orient-Occident pointe, qu'est-ce qu'on fait? La violence, elle est inhérente, elle va pointer, c'est évident. La question de la violence, je ne sais pas de laquelle on parle, hein. Les migrants, tels que ceux qui sont arrivés, ne sont pas violents. Hein. Il y a très très peu de violence chez ces migrants-là. Ce sont des gens qui sont en attente d'un gîte, d'un accueil, d'un refuge, en fait. Ceux-là, moi je ne crains pas de violence de la part de ceux-là. En revanche, ce sont chez les secondes générations, les troisièmes générations qui ont du mal à s'adapter et qui surtout ont des revendications identitaires. Et ces personnes-là, je crois qu'on a à les écouter, à repenser un monde nouveau à partir d'eux. Et c'est ce que j'ai proposé, moi. Mais vous savez, ce qui est en train de se passer, bon, on n'avait pas prévu les violences, mais on avait dit, il y a 25 ans, en ethnopsychiatrie, on avait dit, attention, ces deuxième génération ne s'accoutumeront pas comme les générations précédentes, des populations précédentes. Il faut faire des choses spéciales pour eux. Il faut prévoir un univers pour eux. Il faut reconstruire notre univers. Il ne peut pas rester identique à lui-même dans un monde qui est en train de changer. C'est ce qu'on a dit déjà il y a 25 ans. Bon, voilà, c'est arrivé. Les choses sont arrivées. Les choses sont en train de changer. Et je pense qu'on va s'adapter. C'est tout. On est en train de s'adapter. Je ne suis pas inquiet, hein. Je sais, mais vous êtes d'un naturel plutôt optimiste, vous êtes toujours souriant, très agile et agité, comme je l'ai dit en début de cette émission. Toby Nathan, on avait envie de vous faire entendre ou réentendre, si vous la connaissez peut-être. Gougouche, c'est une grande chanteuse iranienne qui a quitté son pays et qui est devenue, à 65 ans, qui est devenue l'icône de la communauté gay musulmane. On va l'écouter et puis on va parler de ça après. Formidable. Imaginez si Madonna, au sommet de sa gloire dans les années 80, avait soudainement été réduite au silence pendant près de 20 ans. Quel choc auraient alors vécu ses fans? C'est exactement ce qui est arrivé à Gougouche. Gougouche, Faidje Atashin de son vrai nom, est née dans une famille d'immigrants azerbaïdjanais d'ex-Union soviétique. Elle débute sa carrière en tant qu'enfant star avant de devenir une des célébrités iraniennes les plus populaires des années 70. Ses chansons trônent au sommet des hit-parades et en plus d'être une superbe chanteuse, elle était aussi une grande actrice et une icône de mode, une idole pour de nombreuses femmes. À l'époque, les Iraniennes allaient même jusqu'à adopter ses mini-jupes et sa coupe de cheveux, connue comme la gougouchi. Gougouche se produisait sur les plus grandes scènes d'Iran, devant un public d'élite tel que la famille royale du Shah Mohammad Reza Pahlavi, mais aussi devant des audiences plus populaires. Mais après la révolution iranienne de 1979, sa carrière est interrompue pendant près de 20 ans. Gougouche est interdite de monter sur scène dans son pays. La jeune chanteuse passera même 3 mois en prison pour avoir vécu avec son petit ami sans être mariée. Mais son silence a fait d'elle la voix de toute une nation. Ses fans refusent de l'oublier. Même ceux qui ont grandi pendant sa longue période de censure connaissaient Gougouche.
C'est en 2000 que Gougouche fait son grand comeback quand elle réussit enfin à quitter l'Iran. 15 ans plus tard, la superstar iranienne vit au Canada et reste une icône pour les Iraniens du monde entier. Ses tournées la font voyager aux quatre coins du monde. Elle a même sa propre émission de télé-réalité au Royaume-Uni. Au cours des 10 dernières années, la diva est aussi devenue une figure très importante de la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. En 2009, elle entame une grève de la faim devant les Nations Unies à New York pour montrer son soutien aux dissidents du régime politique iranien. En 2014, elle fait les gros titres en soutenant courageusement les droits des homosexuels dans le clip de sa chanson « Heaven ». Aujourd'hui âgée de 65 ans, la chanteuse ne semble pas vouloir s'arrêter. Elle a même annoncé plusieurs dates de concert pour 2016. Et bien que ces nouveaux clips vidéo ne montrent plus les beaux paysages d'Iran, les Iraniens la soutiennent toujours, en attendant le jour où Gougouche pourra enfin revenir librement pour chanter dans son pays natal. Vous connaissiez Gougouche ? Non, je ne connaissais pas. Elle est magnifique, elle est superbe. Voilà, donc rattrapée comme ça par la communauté gay musulmane, alors qu'elle est iranienne. Est-ce que vous pensez, Toby, on va bientôt terminer cet entretien, vous pensez qu'il y a par moments des sociétés dont l'intolérance est incompatible avec le fait même d'exister, le fait même de vivre? Non, mais moi je crois beaucoup à ce genre de phénomène. Moi j'étais en Guinée, j'étais en poste en Guinée aussi, j'étais conseiller culturel en Guinée, et je me souviens parfaitement de chanteuses guinéennes musulmanes, gays, elles-mêmes gays, et prônant la révolte des femmes guinéennes contre le pouvoir des hommes en Guinée. Enfin, je veux dire... Non, mais vous avez compris ma question. Vous faites le lien entre la France et puis Israël, et puis un petit peu l'Afrique, et puis vous êtes né en Égypte, entre les musulmans, entre les juifs, entre les arabes, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de certaines civilisations qui sont un petit peu intolérantes, par exemple? Il y a des sociétés qui sont crispées, c'est évident. Maintenant, il y a aussi, je veux dire, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, à chaque fois que les choses ont bougé, elles ont bougé à partir des jeunes, à partir des mouvements sociaux, à partir des réseaux sociaux. Moi, je crois que c'est par là que ça arrivera. Ça n'arrivera pas par des lois, des règles, des applications de règles anciennes. On est en train d'inventer un nouveau monde, et ce nouveau monde, il va surgir non pas de l'ancien monde, mais il va surgir de quelque chose de nouveau, et des jeunes qui sont en train d'arriver. Je pense que cette chanteuse a perçu ce mouvement et est venue l'accompagner en quelque sorte. Et moi, ça me paraît la démarche correcte à faire. Vous avez bien raison d'être optimiste. Merci beaucoup, Toby. Nathan, on va vous laisser partir dans quelques instants. Les infos, avant cela, le highlight, l'idée de sortie. Sandy Fortis, Avery Rosensville. Maîtresse du vidéo art, Ito Sterl a choisi des sujets omniprésents dans l'actualité pour sa dernière exposition. Surveillance, militarisation, migration, globalisation culturelle, féminisme et imagerie politique, des thèmes qu'elle aborde grâce à ses œuvres visuelles. Avant de s'installer à Madrid, son travail aussi bien humoristique que critique a fait le tour du monde, de Chicago à Istanbul en passant par l'Allemagne, sans oublier la Biennale de Venise en 2015. System Ali, vous les connaissez sans doute si vous êtes amateur de rap ou de hip-hop. C'est un groupe, ils sont 10, ils sont israéliens, ils sont tous venus de quelque part. Il y en a qui sont religieux, d'autres qui ne sont pas religieux, il y en a qui sont à gauche, d'autres qui sont à droite. En tout cas, vous prenez tous la coexistence. Les deux membres pivots du groupe, c'est vous, Neitar Weiner. Vous êtes un juif israélien et votre camarade, c'est Mohamed Mougrabi, qui lui est israélien arabe musulman. Et c'est vous qui allez répondre aux questions aujourd'hui. Merci d'abord d'être là. Oui. Neitar, j'ai vu que vous alliez jouer fin janvier en Israël, à Bat Yam, qui est une petite ville au sud, une ville un peu populaire au sud de Tel Aviv, dans le System Ali Lab. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle System Ali House. C'est un laboratoire de Python. C'est notre maison, notre studio. C'est là qu'on crée notre musique, qu'on l'enregistre et qu'on la produit. C'est aussi un lieu où on fait de la poésie, de la danse, du théâtre et où on travaille avec d'autres groupes plus jeunes. On y travaille et on y organise des ateliers de création pour de plus jeunes musiciens, des juifs, des arabes de Bat Yam, de Yafo. Et partout. Neitar, je le disais tout à l'heure, vous prenez la coexistence, mais
à la fin du jour, vous êtes tous israéliens. Vous êtes tous israéliens. Est-ce que vous avez des relations avec des artistes de Ramallah, par exemple, ou des artistes du Moyen-Orient? Ce n'est pas facile, c'est difficile même. Mais on essaye de se diversifier. Nous avons joué à Paris il y a quelques mois et c'était vraiment génial. Là-bas, nous avons rencontré des artistes formidables venant du Maroc et d'autres pays. Nous avons évidemment des contacts avec des artistes de Ramallah, évidemment. Ce n'est pas toujours facile. Mais on espère qu'à travers notre musique et nos paroles, notre rage, notre passion et notre amour, on touchera de plus en plus de monde et d'autres artistes aussi. Le monde est un endroit très vaste si on ne le divise pas. Parce qu'il faut préciser à notre public que vous chantez en hébreu, en anglais, en arabe et en russe. Une dernière question, Neitar. Il y a une crispation en Israël, spécifiquement au sein du gouvernement, sur la coexistence, sur le vivre ensemble. On l'a vu notamment avec le livre de Dorit Rabinian qui a été interdit, qui, paradoxalement, cartonne dans les ventes. Est-ce que votre combat, est-ce que ce que vous faites pour la coexistence, le vivre ensemble, est-ce que c'est facilité aujourd'hui ou au contraire, est-ce que c'est plus dur? Oui, donc évidemment, au sein de Système Ali, nous avons des gens de tous horizons, mais on n'est pas non plus un poster représentant la coexistence. Notre réalité est quand même très compliquée, elle est pleine de racisme et de violence. Système Ali, c'est notre foyer, notre plateforme, pour dire au monde qu'on aimerait voir une autre réalité, qu'on aimerait pouvoir construire un autre foyer qui ne représenterait pas qu'une seule voix, une seule opinion ou une seule langue, qu'on soit ensemble même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. On veut créer ce foyer pour nous-mêmes, mais aussi pour de plus jeunes artistes. C'est notre projet. C'est un bel agenda. Merci beaucoup. On va terminer cette émission avec Système Ali. Vous allez jouer pour nous. Quel est le morceau que vous allez jouer? Le morceau s'appelle Vaina, guerre en russe. Voilà, donc on va terminer l'émission en russe avec Système Ali. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. גרון ענק המבקש לצעוק עוקבל העינה יהיה לנו הכוח להחלים מהשקט הזה עמוק מה שלא נצעק כאילו לא היה נהזה נקבר ניזוק תחת עול החומות שבנו אחיזתו של חוק חוקק את הפחד שבקרביים לא לבלוע לא לירוק לא לשאול לא לערוק מאותן שורות של העיוורון מהאימה